cœur de l'Afrique de l'Est, où les rythmes ancestraux de la vie vibrent à travers d'immenses savanes, un seul cours d'eau commande le destin de millions d'êtres humains. Ce n'est pas un simple fleuve. C'est la grande artère vitale qui transforme le paysage, passant d'un désert aride à un paradis émeraude, et inversement, dans un cycle éternel qui a façonné l'évolution elle-même. Lorsque les grandes pluies arrivent, elles se transforment en une autoroute torrentielle de la vie. Lorsque la sécheresse s'abat sur la terre, elle devient un fil précieux reliant à peine des étangs d'espoir. Le long de ces rives, le plus grand spectacle animalier de la planète se déroule, entre triomphe et tragédie, prédateurs et proies, vie et mort. Ici, la survie ne se résume pas à exister, mais à exceller face à l'impossible. Là où les mères risquent tout pour leurs enfants, où les faibles sont accaparés par les forts, où chaque lever de soleil apporte de nouveaux défis et chaque coucher de soleil marque une nouvelle victoire pour ceux qui endurent. La région du fleuve Mara s'étend sur 2 nations et 2 mondes. Au Kenya, la réserve nationale du Masai Mara protège près de 1500 km² de nature sauvage intacte. De l'autre côté de la frontière, en Tanzanie, le Serengeti septentrional étend ce sanctuaire sur des milliers de kilomètres carrés supplémentaires. Ensemble, ils forment un écosystème si vaste, si complexe et si parfaitement équilibré qu'ils représentent le plus grand chef-d'œuvre de la nature. Bienvenue à la rivière Mara, où la vie elle-même écrit ses chapitres les plus dramatiques. Alors que les premières lueurs de l'aube envahissent le paysage de Mara, dessinant les silhouettes des acacias sur le ciel doré, un grondement sourd se fait entendre au loin. Au début, ce n'est qu'une simple vibration dans le sol, ressentie plutôt qu'entendue. Mais en quelques minutes, elle se transforme en un roulement de tambour tonitruant qui semble faire trembler la terre elle-même. La grande migration est arrivée. Les gnous émergent de la brume matinale telle une rivière vive, brune et noire, leur nombre étant si important qu'ils s'étendent d'un horizon à l'autre. Chaque animal disparaît dans une mer de mouvement, un organisme collectif animé par des instincts plus anciens que le paysage lui-même. Chaque gnou pèse près de 180 kilos, son corps musclé étant taillé pour le voyage sans fin qui définit son existence. Une vache lance cet aboiement caractéristique du gnou, qui donne à ces animaux leur nom alternatif, cherchant frénétiquement son veau dans le chaos des milliers de sabots et de corps. À ces appels répond une petite forme brune qui se fraye un chemin à travers la foule en bêlant pour la reconnaître. Les retrouvailles ne durent que quelques secondes, avant que la mère et son veau ne soient à nouveau emportés par le mouvement incessant du troupeau. Les animaux de tête s'approchent du passage de la rivière Mara avec une hésitation visible. L'eau est profonde et rapide, gonflée par les pluies récentes. Sur l'autre rive, les crocodiles ont déjà commencé à se rassembler, d'anciens prédateurs attirés par la promesse d'un repas facile. Mais la pression venant de l'arrière est inexorable. De nouveaux gnous arrivent chaque minute, jusqu'à ce que la berge soit envahie par des milliers d'animaux, tous poussés vers l'avant par l'élan inexorable de la migration. Soudain, comme s'il répondait à un signal invisible, le premier gnou se jette à l'eau. En quelques secondes, le troupeau entier le suit, créant une cascade de corps bruns plongeant dans la rivière tumultueuse. Certains animaux sont emportés par le courant. D'autres peinent à trouver pied sur les berges boueuses. Quelques-uns sont victimes des crocodiles qui attendent ce moment depuis des années. Mais la grande majorité parvient à traverser, mue par l'impératif ancestral qui guide leur espèce depuis plus d'1 million d'années. Pendant la saison des Misbah, les plaines du Serengeti sont le théâtre d'un des plus remarquables spectacles de naissance synchronisée de la nature. En 3 semaines, plus de 400 000 gnous naissent, leur arrivée coïncidant avec la période de pâturage la plus riche de l'année. Ces nouveau-nés doivent être capables de courir quelques minutes après leur naissance, car les prédateurs sont toujours à proximité, prêts à s'emparer du moindre petit qui ne peut suivre le troupeau.
Le périple des gnous s'étend sur plus de 1900 km, dans un circuit horaire qui les conduit à travers certains des terrains les plus accidentés d'Afrique. Véritables ingénieurs des écosystèmes, leur pâturage et leur piétinement créent des conditions propices à la survie de centaines d'autres espèces. Leurs excréments fertilisent les prairies, tandis que leurs voies de migration deviennent des autoroutes empruntées par d'autres herbivores tout au long de l'année. Alors que les grands troupeaux se déplacent vers les confins nord de leur territoire, guidés par l'odeur de l'herbe fraîche et la promesse lointaine de la pluie, ils laissent derrière eux de la terre piétinée et des excréments épars qui feront bientôt germer une nouvelle vie. Mais ils laissent aussi derrière eux des milliers d'animaux qui n'ont pas survécu au voyage, leurs sacrifices nourrissant les prédateurs et les charognards qui dépendent de la migration pour leur survie. Dans le sillage des gnous, des groupes dispersés de zèbres apparaissent, leurs rayures noires et blanches créant des motifs fascinants à travers les prairies dorées. Là où les gnous sont des suiveurs, guidés par des instincts ancestrales, les zèbres des plaines sont des chefs, des pionniers qui guident souvent les grands troupeaux vers de nouveaux pâturages. Un étalon se tient en alerte sur une petite butte, la tête haute, scrutant l'horizon à l'affût d'un danger. Ces rayures sont aussi uniques que les empreintes digitales humaines, un motif qui restera inchangé toute sa vie. Les rayures noires et blanches ont de multiples fonctions. Elles déroutent les mouches piqueuses, empêchent les prédateurs de distinguer les animaux d'un groupe et contribuent à la régulation thermique dans la chaleur intense de l'Afrique. En contrebas, sa famille broute paisiblement. Une jument et son jeune poulain restent à ses côtés, tandis que deux autres juments et leurs petits se dispersent dans l'herbe. C'est l'unité de base de la société zébrée. Un harem mené par un étalon dominant qui défend ses juments et leurs petits contre toute menace. Le poulain a moins d'une semaine. Ses pattes sont encore légèrement instables, mais déjà assez fortes pour suivre le groupe. Il reste collé au flanc de sa mère, apprenant à reconnaître ses rayures et son odeur unique. Cette empreinte est cruciale pour sa survie car les troupeaux de zèbres peuvent compter des centaines d'individus et un poulain perdu a peu de chances de survivre seul. Soudain, l'étalon hennit un cri d'avertissement aigu. Au loin, une troupe de lions apparaît, se déplaçant d'une démarche lente et déterminée qui suggère une chasse. La famille de zèbres resserre aussitôt sa formation, les adultes se positionnant entre les prédateurs et les jeunes. Leur stratégie n'est pas de fuir immédiatement, mais d'évaluer la menace et de réagir en conséquence. Les zèbres des plaines sont remarquablement intelligents et adaptables. Ils peuvent survivre dans des zones trop rudes pour de nombreuses autres espèces brouteuses, se nourrissant d'herbes grossières que les bovins et les moutons ne peuvent digérer. Leur structure sociale est complexe. Les groupes familiaux se regroupent pour former de grands troupeaux afin de se protéger, tout en préservant leur identité individuelle au sein du groupe. Pendant la saison sèche, les zèbres deviennent des guides essentiels pour l'ensemble de l'écosystème. Leur excellente mémoire des sources d'eau et leur capacité à creuser des puits peu profonds dans les lits de rivières asséchées fournissent souvent de l'eau à de nombreuses autres espèces. Ils sont les artisans de la survie, créant des ressources bénéfiques pour l'ensemble de la communauté animale des prairies. Alors que la famille de zèbres s'éloigne vers de meilleurs pâturages, le bruit de leurs sabots crée de petits nuages de poussière qui flottent dans l'air calme du matin. L'étalon ferme la marche, constamment vigilant, les oreilles tournées vers le moindre bruit annonciateur de danger. Son dévouement envers sa famille est absolu, un engagement qui durera jusqu'à sa mort, ou jusqu'à ce qu'il soit renversé par un mâle plus jeune et plus fort. La poussière soulevée par les zèbres flotte à travers la savane, où elle se dépose sur la peau d'un imposant éléphant mâle, immobile à l'ombre d'un grand acacia. L'éléphant d'Afrique lève brièvement sa trompe pour sonder l'air, son odorat aiguisé analysant les milliers d'odeurs qui lui racontent l'histoire de son environnement. Ce taureau est dans la fleur de l'âge, âgé de près de 40 ans et pesant près de 6 tonnes.
Ses défenses, polies par des décennies d'utilisation, s'étendent à près de 2 mètres de son crâne. Chaque centimètre de sa carrure massive témoigne de la puissance et de la sagesse acquises au cours d'innombrables saisons de survie dans l'un des environnements les plus difficiles d'Afrique. Il fait un pas en avant, et le sol semble trembler sous son poids. À ses pieds, une petite flaque d'eau s'est accumulée dans une dépression qu'il a creusée avec ses défenses et ses pieds. Cette eau n'est pas seulement destinée à son usage personnel, mais aussi aux innombrables petits animaux qui s'y abreuveront tout au long de la journée. Les éléphants sont des architectes des écosystèmes, leurs activités créant des ressources qui soutiennent des communautés entières d'animaux sauvages. Les oreilles du mâle s'ouvrent largement pour se protéger de la chaleur croissante. Ces oreilles ne sont pas seulement des dispositifs de refroidissement, mais des organes sensoriels sophistiqués capables de détecter les vibrations subsoniques émises par d'autres éléphants jusqu'à 10 km de distance. Grâce à ces cris infrasoniques, les éléphants maintiennent des réseaux de communication qui couvrent de vastes distances, coordonnant leurs mouvements et partageant des informations sur les sources d'eau, la nourriture et les dangers. Au loin, un groupe familial d'éléphants s'approche, mené par une matriarche ancestrale dont les défenses sont presque entièrement usées par une vie de recherche de nourriture. Elle est la dépositaire du savoir familial, conservant en mémoire l'emplacement des sources d'eau qui ne sont utilisées qu'une fois tous les 2 ou 3 ans lors des pires sécheresses. Son expérience et sa sagesse sont des questions de vie ou de mort pour sa famille. Le mâle les observe approcher avec un léger intérêt, mais ne fait aucun geste pour les rejoindre. Les éléphants mâles vivent généralement en solitaire une fois adultes, ne se réunissant avec leur famille qu'à la saison des amours. Son indépendance est un choix, non un rejet, et il est libre de rejoindre le groupe quand il le souhaite. Au passage du groupe familial, un jeune éléphanteau se détache de sa mère et s'approche du mâle avec la curiosité intrépide de la jeunesse. Le mâle massif tend doucement sa trompe, touchant le jeune en signe de salut et de reconnaissance. L'espace d'un instant, 6 tonnes de puissance brute se transforment en une douceur infinie, témoignant de la complexité émotionnelle qui fait des éléphants l'un des animaux les plus fascinants de la planète. La matriarche l'appelle doucement, et le veau revient aussitôt à ses côtés. La famille poursuit son voyage vers la rivière, où elle passera la partie la plus chaude de la journée dans l'eau, à se baigner, à boire et à jouer. Le mâle les regarde partir, puis retourne à sa contemplation silencieuse du monde qui l'entoure. Les éléphants d'Afrique peuvent vivre jusqu'à 70 ans à l'état sauvage. Leur longévité leur permet d'accumuler des connaissances utiles non seulement à leur famille, mais aussi à l'ensemble de l'écosystème. Ils se souviennent des années de sécheresse et de l'emplacement des sources d'eau d'urgence. Ils savent quels arbres fournissent la meilleure écorce pour se nourrir et quelles plantes ont des propriétés médicinales. Ce savoir fait d'eux des espèces clés, des animaux dont la présence est essentielle à la santé de tout leur écosystème. Alors que la famille d'éléphants disparaît vers la rivière, leurs cris stridents résonnant à travers la savane, le paysage semble retenir son souffle sous la chaleur croissante du jour. Mais à l'ombre d'un bosquet d'acacias, le mouvement attire le regard. 2 yeux dorés perçants émergent de l'ombre, patients et calculateurs. La lionne d'Afrique repose immobile dans l'ombre tachetée, sa robe fauve se fondant parfaitement dans l'herbe sèche qui l'entoure. C'est une femelle adulte, principale chasseuse de sa troupe, et chaque muscle de son corps puissant trahit une énergie maîtrisée qui attend d'être libérée. Son regard est fixé sur un groupe de gazelles de Thomson qui broutent à environ 200 mètres, inconscientes du prédateur qui les observe. Cette lionne pèse près de 136 kg et son corps est conçu pour la puissance explosive plutôt que pour l'endurance. Ses épaules sont massives, capables d'abattre des proies plusieurs fois plus grosses qu'elle grâce à leur force et leur précision. Mais pour l'instant, elle est pleine de patience, attendant le moment idéal pour commencer sa traque. Derrière elle, caché sous un couvert plus épais, le reste de sa troupe attend. 2 autres femelles adultes se tiennent en position pour intercepter toute gazelle qui échapperait à l'attaque principale. Un grand mâle, à la magnifique crinière foncée par l'âge et l'autorité, observe depuis un cobge à environ 800 mètres, prêt à s'emparer de toute proie de sa troupe.
La lionne entame sa traque, se déplaçant avec une grâce fluide sur le terrain dégagé. Chaque pas est posé avec une infinie précaution, son corps se tenant bas pour minimiser son profil face à l'horizon. Elle exploite tous les abris disponibles, se figeant derrière des buissons épars et des termitières, devenant invisible grâce à son habileté et sa patience. Les gazelles continuent de brouter, mais leur calme apparent est trompeur. Leur survie dépend d'une vigilance constante et pendant qu'elles se nourrissent, plusieurs animaux gardent toujours la tête haute, à l'affût du danger. Leurs grands yeux sont positionnés de manière à offrir une vision à presque 360 degrés et leur ouïe est suffisamment fine pour détecter le moindre pas. Soudain, l'une des gazelles lève brusquement la tête, fixant la lionne du regard. L'espace d'un instant, prédateur et proie se croisent dans la prairie dorée. Puis la gazelle tape du pied et grogne. Un cri d'avertissement qui fait bondir tout le troupeau dans une série de bonds gracieux. La lionne charge, jaillissant de sa cachette à une vitesse incroyable. Pendant quelques secondes, elle court à près de 70 km à l'heure, ses puissantes pattes réduisant la distance qui la sépare de sa proie. Mais les gazelles sont faites pour la vitesse et l'endurance, et en quelques instants, elles ont ouvert une brèche que même elle ne peut combler. Elle s'arrête après une centaine de mètres, haletante sous la chaleur. Les chasses au lion échouent bien plus souvent que les réussites, et cette lionne est suffisamment expérimentée pour savoir quand conserver son énergie pour une meilleure occasion. Elle retourne à l'ombre, où elle se reposera jusqu'à ce que les heures plus fraîches du soir lui offrent une nouvelle occasion de chasser. Les lions sont des prédateurs sociaux par excellence. Leurs stratégies de chasse coopérative leur permettent de capturer des proies inaccessibles à un chasseur solitaire. La nuit, lorsque leur chasse est la plus efficace, ils coordonnent leurs attaques avec une précision digne d'une opération militaire. La réussite de la troupe ne repose pas seulement sur les compétences individuelles, mais aussi sur le travail d'équipe, la communication et l'expérience accumulées par plusieurs générations de chasseurs. Alors que la lionne se réinstalle à l'ombre, sa respiration revenant progressivement à la normale, la chaleur de l'après-midi crée des mirages chatoyants à travers la savane. La girafe Masaï s'approche d'un bosquet d'acacias avec la confiance tranquille d'un animal qui a peu d'ennemis naturels. Du haut de ses près de 5 mètres, cette girafe mâle surveille son domaine d'une hauteur qui lui offre une vue imprenable sur des kilomètres. Son motif réticulé caractéristique recouvre sa peau telle une carte vivante, chaque motif animal étant aussi unique qu'une empreinte digitale humaine. Il étend son cou remarquable, levant les bras pour brouter les feuilles d'acacia inaccessibles à aucun autre animal. Sa langue violette, longue de près de 60 cm, s'enroule autour des branches avec une précision préhensile, arrachant les feuilles tout en évitant les épines vicieuses qui protègent les arbres de la plupart des autres herbivores. C'est sa salle à manger exclusive, un habitat vertical qu'il ne partage avec aucun autre grand mammifère. La taille de la girafe est à la fois son plus grand atout et son plus grand défi. Son système cardiovasculaire est une merveille de l'évolution, avec un cœur pesant plus de 9 kg et une tension artérielle qui serait fatale à la plupart des autres mammifères. Des valves spéciales dans les artères de son cou empêchent le sang d'affluer vers son cerveau lorsqu'il baisse la tête pour boire, tandis que ses pattes sont enveloppées d'une peau incroyablement serrée qui agit comme des bas de contention naturels. Une jeune girafe s'approche et les deux mâles se livrent à un combat rituel appelé « coup de cou ». Ils balancent leurs têtes massives l'un vers l'autre, utilisant leur crâne comme des massues dans des combats qui peuvent durer des heures. Ces combats entraînent rarement des blessures graves, mais établissent des hiérarchies qui déterminent les droits de reproduction et l'accès aux meilleures zones d'alimentation. De sa position élevée, la girafe sert de système d'alerte précoce pour tout l'écosystème. Son excellente vue lui permet de repérer les prédateurs à des kilomètres, et ses cris d'alarme distinctifs alertent les autres animaux du danger bien avant qu'ils ne le détectent eux-mêmes. Les zèbres et les antilopes broutent souvent à proximité des girafes, profitant de ce système de surveillance naturelle. Les habitudes alimentaires de la girafe profitent également à l'écosystème de manière inattendue. En se déplaçant dans les bosquets d'acacia, elle disperse les graines de ses excréments sur de vastes distances, contribuant ainsi à maintenir la diversité génétique des populations d'arbres.
Son broutage maintient la canopée ouverte, permettant à la lumière du soleil d'atteindre le sol et de favoriser la croissance des herbes qui nourrissent d'autres herbivores. Au fil de l'après-midi, la girafe se déplace entre les différents arbres, goûtant les fourrages disponibles avec le palais délicat d'un gourmand. Elle peut déceler de subtiles différences dans la composition des feuilles, indiquant quels arbres offrent les meilleurs nutriments, sélectionnant ses repas avec une précision issue de millions d'années d'évolution. Tandis que la girafe broute paisiblement sous la canopée des acacias, tout en bas, parmi les mêmes arbres, se déplace un prédateur si parfaitement adapté à cet environnement qu'il semble avoir été façonné par les ombres elles-mêmes. Le léopard d'Afrique se ferait un chemin en silence dans les sous-bois, chaque mouvement fluide et précis. Cette femelle léopard pèse environ 60 kilos. Son pelage tacheté lui offre un camouflage si efficace qu'elle peut disparaître même en pleine vue. Ses rosettes ne sont pas seulement de magnifiques motifs, mais un camouflage sophistiqué qui brise sa silhouette dans l'ombre et la lumière tachetée de la forêt d'acacias. Chaque tache est placée avec une précision évolutive, créant une tenue de camouflage naturelle qui la rend presque invisible, tant pour ses proies que pour ses concurrents. Elle s'arrête au pied d'un grand arbre à fièvre, tâtant l'écorce avec ses griffes. Les marques qu'elle laisse sont des marqueurs territoriaux, combinés à l'odeur des glandes situées entre ses orteils pour créer un système de communication complexe que les autres léopards peuvent déchiffrer comme un journal. Son territoire s'étend sur près de 75 km², et elle doit le patrouiller régulièrement pour maintenir son territoire. Au-dessus d'elle, cachée dans la fourche de l'arbre, pendent les restes d'un impala qu'elle a tué 2 jours plus tôt. Les léopards sont les seuls grands félins à cacher systématiquement leur proie dans les arbres, un comportement qui leur permet de se nourrir pendant plusieurs jours sans perdre leur repas au profit des charognards. L'habileté requise pour hisser une carcasse aussi lourde que le léopard lui-même dans un arbre démontre l'incroyable force cachée dans sa silhouette étonnamment élancée. Le léopard commence à grimper, ses griffes rétractables s'accrochant facilement à l'écorce. Il grimpe le long du tronc vertical aussi aisément que sur un terrain plat, son équilibre et sa coordination étant parfaits. Devant la proie cachée, il se nourrit efficacement, déchirant des morceaux de viande avec des dents conçues pour couper et broyer. Son alimentation est interrompue par un bruit venant d'en bas. Elle se fige, tous ses sens en éveil, son pelage tacheté se fondant si parfaitement dans l'écorce qu'elle devient invisible. Un petit groupe de babouins est apparu au pied de l'arbre, jacassant nerveusement en sentant son odeur. Les babouins sont parmi les rares animaux à chasser activement les léopards, et même si elles pourraient facilement tuer n'importe quel babouin individuellement, un groupe d'entre eux représente une menace sérieuse. Le léopard attend, immobile, que les babouins s'éloignent, conscient que la patience est souvent la clé de la vie dans son monde. Ce n'est qu'une fois qu'ils ont complètement disparu qu'il recommence à se nourrir, ses yeux jaunes scrutant constamment les environs à la recherche de nouvelles menaces ou opportunités. Les léopards sont les grands félins les plus adaptables, capables de survivre dans des environnements allant de la forêt dense au désert. Dans l'écosystème du Mara, ils occupent une niche unique de prédateurs de taille moyenne, capturant des proies trop petites pour les lions, mais trop grandes pour les prédateurs plus petits. Leur mode de vie solitaire leur permet de vivre en plus grande densité que les autres grands félins, avec des territoires qui se chevauchent souvent selon des schémas complexes. À l'approche de la nuit, le léopard descend de son arbre et commence sa chasse nocturne. Son mode de vie nocturne réduit la concurrence avec les lions et lui permet d'accéder à des proies plus actives la nuit. C'est une créature d'ombre et de silence, parfaitement adaptée à la vie entre le jour et la nuit. Alors que le léopard s'installe pour attendre l'obscurité, l'air de fin d'après-midi commence à scintiller, des vagues de chaleur s'élevant de la terre brûlée par le soleil. Au loin, un nuage de poussière signale l'approche d'un animal se déplaçant à une vitesse vertigineuse à travers les plaines. Le nuage de poussière s'agrandit et se précise jusqu'à ce que soudain,
Se libérant de la brume, surgisse l'animal terrestre le plus rapide de la planète. Le guépard court avec une grâce qui semble défier les lois de la physique, son pelage tacheté ondulant comme de l'or liquide tandis qu'il fonce vers sa proie. Chaque aspect de son anatomie est conçu pour la vitesse, de sa silhouette légère à son cœur et ses poumons surdimensionnés, de ses griffes non rétractables qui agissent comme des crampons à sa colonne vertébrale flexible qui lui permet d'étendre sa foulée à plus de 6 mètres. Elle poursuit une jeune gazelle de Thomson, sa cible choisie avec la précision calculée d'une vie de chasse. La gazelle court avec une énergie désespérée, usant de la technique du zigzag qui est son seul espoir face à une telle vitesse. Mais le guépard anticipe chaque virage, ses grands yeux traquant chaque mouvement avec une intensité prédatrice. À 80 km/h, puis 100, puis 110, le guépard réduit la distance. Sa foulée se transforme en une succession de bonds, passant plus de temps en l'air qu'à toucher le sol. Sa fréquence respiratoire s'élève à plus de 150 respirations par minute, son corps fonctionnant aux limites absolues des performances des mammifères. La poursuite parcourt près de 400 mètres en moins de 20 secondes. La gazelle effectue un dernier virage désespéré, mais le guépard a anticipé ce mouvement. Il tend une patte massive, frappe l'arrière-train de la gazelle et la fait culbuter dans l'herbe. Avant que sa proie ne puisse se relever, elle la saisit à la gorge, sa prise précise et humaine, coupant l'alimentation en air sans endommager la viande dont elle aura besoin pour se nourrir. La mise à mort est rapide et nette, mais les problèmes du guépard ne font que commencer. Sa course explosive l'a laissée haletante et sa température corporelle dangereusement élevée. Elle doit se calmer avant de pouvoir commencer à se nourrir, une période de vulnérabilité qui attire l'attention des autres prédateurs et charognards. Tandis qu'elle attend, une hyène tachetée apparaît au loin, attirée par le vacarme de la chasse. Le guépard observe nerveusement le charognard qui approche. Malgré sa vitesse, c'est le plus léger des grands félins, taillé pour la course plutôt que pour le combat. Une seule hyène pourrait facilement lui voler sa proie, et elle n'a pas la force de la défendre par la force. La hyène s'approche hardiment, sachant que le guépard ne combattra pas. Visiblement réticent, le guépard abandonne sa proie et s'éloigne au trot. Sa chasse réussit mais finalement infructueuse. C'est le prix de sa spécialisation, le compromis qu'elle fait pour être la coureuse la plus rapide du règne animal. Les guépards ont évolué pour occuper une niche bien spécifique au sein de la communauté des prédateurs. Ils chassent pendant la journée, lorsque les autres grands félins se reposent, réduisant ainsi la concurrence directe pour leur proie. Leur rapidité leur permet d'attraper des animaux qui seraient à l'abri des autres prédateurs, mais leur faible constitution fait qu'ils perdent souvent leur proie au profit de charognards plus puissants. Les femelles guépards mènent une vie solitaire, sauf lorsqu'elles élèvent leurs petits, parcourant des territoires pouvant s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés. Les mâles forment parfois des coalitions, généralement avec leurs frères, ce qui leur permet de défendre des territoires plus restreints et de conserver un meilleur accès aux femelles. Ces coalitions comptent parmi les partenariats les plus durables du règne animal, s'étalant souvent sur toute la vie des individus concernés. Alors que le guépard, frustré, disparaît dans la brume de chaleur, sa silhouette tachetée caractéristique se perdant finalement dans l'immensité de la savane, l'approche du soir apporte un changement dans le rythme de l'écosystème. La chaleur intense du jour commence à s'estomper, et avec elle, réapparaissent les animaux qui ont passé la journée cachés dans l'ombre qu'ils ont pu trouver. Depuis un affleurement rocheux offrant une vue panoramique sur la prairie, une hyène tachetée lève la tête pour tester l'air frais. Ses puissantes mâchoires, capables de broyer des os qui briseraient les dents des lions, s'attaquent méthodiquement au reste de son dernier repas. Ce n'est pas une charognarde en quête de miettes, mais un prédateur habile tout juste rentré d'une chasse fructueuse. La hyène est une matriarche, la femelle dominante d'un clan de plus de 30 individus. Son rang social est absolu, et même les mâles les plus imposants de son clan se soumettent à son autorité. La société hyène est un matriarcat où les femelles ont un rang supérieur à celui des mâles, et la domination se transmet de mère en fille selon des lignées qui peuvent perdurer pendant des générations.
Elle se dresse et s'étire, son arrière-train puissant et son dos fuyant créant ce profil distinctif qui rend les hyènes immédiatement reconnaissables. Malgré leur apparence quelque peu maladroite, les hyènes sont capables de courir à plus de 65 km/h et de maintenir cette allure sur plusieurs kilomètres, ce qui en fait des chasseuses tenaces et dotées d'une endurance extraordinaire. Depuis son perchoir rocheux, elle surveille le territoire contrôlé par son clan. Au loin, elle aperçoit plusieurs autres membres du clan revenant de leurs expéditions de chasse, leurs cris distinctifs résonnant dans l'air frais. Ces vocalisations ne sont pas des bruits aléatoires, mais des communications complexes qui transmettent des informations sur l'identité individuelle, le statut social et l'état émotionnel. Une jeune hyène s'approche et la matriarche l'accueille avec les démonstrations de soumission rituelle qui maintiennent la hiérarchie sociale complexe du clan. La jeune hyène se roule sur le dos, exposant son ventre, un geste qui reconnaît la domination de la matriarche et recherche sa protection et son approbation. Les hyènes possèdent l'un des systèmes sociaux les plus complexes de tous les carnivores, avec des alliances et des rivalités qui peuvent s'étendre sur plusieurs générations. Leur intelligence rivalise avec celle des primates, et on les a observés utilisant des outils et résolvant des problèmes qui mettent au défi des animaux dotés d'un cerveau bien plus puissant. Leur mémoire sociale est extraordinaire, leur permettant de reconnaître des centaines d'individus et de se souvenir de leurs relations pendant des années. À l'approche de l'obscurité, le clan des hyènes se prépare pour la chasse nocturne. Elles sont capables de capturer des proies aussi grosses que des buffles, grâce à des tactiques de meute coordonnées qui témoignent d'une intelligence et d'une communication remarquables. Leur taux de réussite à la chasse dépasse celui des lions, ce qui en fait l'un des prédateurs les plus redoutables d'Afrique. Les cris de la matriarche résonnent dans la savane qui s'assombrit, auxquels répondent des membres du clan disséminés sur leur territoire. Bientôt, la nuit appartiendra aux hyènes, et leurs cris et rires caractéristiques serviront de bande sonore à un nouveau chapitre de l'éternel drame du prédateur et de sa proie. Tandis que les hyènes se préparent pour leur chasse nocturne, un autre prédateur s'agite dans l'obscurité grandissante. D'une tanière cachée parmi les racines d'un baobab géant, les oreilles à dos noir caractéristiques d'un lycaon apparaissent, suivies de son pelage au motif distinctif. Il s'agit de la femelle alpha d'une meute qui représente l'un des prédateurs les plus menacés d'Afrique. Il reste moins de 7000 lycaons à l'état sauvage, ce qui rend chaque individu extrêmement précieux. Son pelage, composé de taches brunes, noires et blanches, est unique et permet aux membres de la meute de se reconnaître instantanément, même dans le chaos d'une course-poursuite effrénée. Elle sort de la tanière, suivie de 8 petits. Leurs oreilles surdimensionnées et leur attitude joueuse contrastent fortement avec la préoccupation de survie qui régit leur vie. Ces petits sont l'avenir de la meute, et leur survie dépend des efforts coordonnés de chaque adulte. Le compagnon de la femelle alpha apparaît, revenant d'une expédition de reconnaissance avec des nouvelles d'une proie potentielle. Les chiens sauvages communiquent grâce à un système complexe de vocalisation, de langage corporel et de marquage olfactif qui leur permet de coordonner leur chasse avec une précision impressionnante au sein d'une unité militaire. Leur structure sociale est fondée sur la coopération plutôt que sur la domination, chaque membre de la meute contribuant au bien-être du groupe. Tandis que les adultes se préparent pour la chasse du soir, les petits se retirent en sécurité dans leur tanière. Ils y resteront sous la protection de gardiens désignés, tandis que le reste de la meute parcourt son territoire à la recherche de proies. Les meutes de lycaons peuvent parcourir plus de 30 km en une seule nuit, leur énergie inépuisable leur permettant de poursuivre leurs proies en fuite jusqu'à ce que l'épuisement les force à capituler. La femelle alpha mène sa meute lors d'une cérémonie de salutation qui renforce les liens sociaux et prépare psychologiquement les individus à la chasse à venir. Ils gémissent et bavardent entre eux, se touchent le nez et renforcent les liens qui rendent possible leur extraordinaire succès de chasse. Les lycaons affichent le taux de réussite à la chasse le plus élevé de tous les grands prédateurs d'Afrique, avec plus de 80% de réussite. Ce succès est dû à leur intelligence, leur endurance et leur parfaite coordination. Ils chassent en équipe, chacun jouant un rôle spécifique, comme poursuivant, intercepteur ou acheveur. Leur stratégie de chasse repose sur l'épuisement plutôt que sur la discrétion.
Ils sélectionnent leurs proies et les poursuivent sans relâche, courant à des vitesses pouvant atteindre 70 km/h sur des kilomètres si nécessaire. Peu d'animaux peuvent maintenir leur vitesse maximale plus de quelques minutes, mais les chiens sauvages peuvent courir à vive allure pendant 1 heure ou plus, épuisant même les proies les plus robustes par leur seule persévérance. Alors que la meute disparaît dans l'obscurité, ses cris de chasse résonnant à travers la savane, elle laisse derrière elle une prairie déserte qui semble paisible au clair de lune. Mais cette paix est trompeuse, car la nuit africaine est peuplée de prédateurs, et peu d'animaux peuvent véritablement se reposer avant que l'aube n'apporte la sécurité du jour. Dans les eaux peu profondes près de la rive, là où la rivière Mara forme un bras mort paisible entouré de papyrus et d'arbres à fièvre, une paire d'yeux anciens perce la surface. Seules les narines, les yeux et le sommet du crâne sont visibles, créant une apparence presque mythique qui terrifie et fascine les humains depuis des millénaires. Le crocodile du Nil repose immobile dans l'eau, un prédateur parfait, inchangé après 200 millions d'années d'évolution. Ce mâle massif mesure près de 4,8 mètres du museau à la queue et pèse plus de 680 kg. Sa peau est protégée par des plaques osseuses appelées écailles qui lui assurent une protection tout en lui offrant la souplesse nécessaire à ses attaques rapides comme l'éclair. Il attend dans cette position depuis plus de 3 heures, démontrant l'infinie patience qui fait des crocodiles des prédateurs si efficaces. Son métabolisme est si efficace qu'il peut survivre des mois sans se nourrir, ce qui lui permet d'attendre l'occasion idéale plutôt que de dépenser son énergie dans des attaques incertaines. Un petit troupeau d'impalas s'approche du bord de l'eau pour boire, leurs sabots délicats créant de minuscules éclaboussures tandis qu'ils testent les eaux peu profondes pour se protéger. Le crocodile suit leurs mouvements du regard avec une intensité prédatrice, mais il reste immobile. Ces antilopes sont trop petites pour justifier la dépense énergétique d'une attaque. La véritable opportunité se présente lorsqu'un étalon zèbre s'approche, menant sa famille vers l'eau. Prudent, il s'avance prudemment dans les eaux peu profondes tout en scrutant la surface à la recherche du moindre signe de danger. Son expérience lui a appris que les points d'eau comptent parmi les endroits les plus dangereux de la nature africaine. Le crocodile se met à bouger, si lentement que son mouvement est presque imperceptible. Il s'enfonce dans l'eau jusqu'à ce que seuls ses yeux restent à la surface, dérivant tel un tronc d'arbre flottant vers les zèbres qui boivent. Sa queue puissante assure sa propulsion tandis que ses pattes restent collées à son corps, ne perturbant pas l'eau. L'étalon zèbre fait un nouveau pas dans l'eau, penchant son cou rayé pour boire. C'est le moment de vulnérabilité maximale, la tête baissée, l'attention focalisée sur la surface de l'eau. Le crocodile est désormais à portée de frappe, tous les muscles de son corps préhistorique tendus pour l'attaque explosive qui déterminera le succès ou l'échec. Mais l'instinct de survie de l'étalon, aiguisé par des générations d'évolution, le sauve. Quelque chose, peut-être un léger changement dans le mouvement de l'eau ou la reconnaissance inconsciente d'un danger, le pousse à reculer vivement. Le cou du crocodile manque sa cible de quelques centimètres, ses mâchoires massives se refermant sur le vide avec un bruit de coup de feu. Les zèbres se dispersent, paniqués, leurs sabots soulevant des gerbes d'eau tandis qu'ils se réfugient sur la terre ferme. Le crocodile replonge sous la surface. Son échec est total, mais sa patience intacte. Il attendra la prochaine occasion, qu'elle se présente dans quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Les crocodiles du Nil sont des prédateurs de premier plan qui ont survécu pratiquement inchangés depuis l'ère des dinosaures. Leur succès repose sur leur capacité à rester immobiles pendant de longues périodes, leur force de morsure dévastatrice de plus de 1360 kg par pouce carré et leur style de chasse opportuniste qui leur permet de s'attaquer à des proies aussi variées que des poissons et des buffles. Pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau baisse et que les proies sont contraintes d'utiliser de moins en moins d'endroits où boire, les crocodiles se concentrent dans les mares restantes. Celles-ci deviennent des terrains de chasse où ces reptiles anciens peuvent tendre des embuscades aux animaux qui n'ont d'autre choix que de risquer l'eau pour survivre. La grande migration offre aux crocodiles leurs plus belles opportunités de nourriture. Des milliers de gnous et de zèbres doivent traverser la rivière pour trouver de nouveaux pâturages. Lors de ces traversées, les crocodiles, habituellement solitaires, peuvent se regrouper en groupes de 50 ou plus, créant des frénésies alimentaires qui peuvent durer des jours.
Alors que le crocodile, frustré, reprend sa veille patiente, les eaux qui l'entourent commencent à montrer des signes de vie. La surface se creuse sous l'action des poissons, tandis que les oiseaux aquatiques explorent les eaux peu profondes à la recherche d'invertébrés. Même en présence d'un prédateur aussi redoutable, la vie trouve le moyen de prospérer. Des roseaux qui bordent la berge, où le crocodile poursuit son attente patiente, on entend le bruit d'une respiration haletante et le clapotis de l'eau déplacée par quelque chose de bien plus gros qu'un poisson. À travers les tiges de papyrus, on distingue l'imposante masse grise d'un hippopotame, ses petites oreilles frémissant tandis qu'il guette les bruits de la nuit africaine. Cette femelle hippopotame pèse près de 1800 kg, ce qui en fait l'un des plus grands animaux terrestres d'Afrique. Malgré son apparence massive, elle se déplace dans l'eau avec une grâce surprenante. Son ossature dense lui permet de marcher au fond de la rivière, tandis que sa graisse flottante la maintient stable dans le courant. Ses petits yeux, ses oreilles et ses narines sont positionnés sur le dessus de son crâne, ce qui lui permet de rester presque entièrement immergée tout en continuant à respirer et à surveiller son environnement. Elle fait surface près d'un banc de sable où se reposent plusieurs autres hippopotames, leur corps massif formant des îlots vivants dans les eaux calmes. La dynamique sociale des groupes d'hippopotames est complexe. Les mâles dominants contrôlent des territoires qui peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de mètres le long de la berge. Les femelles et leurs petits sont généralement tolérés sur ces territoires, mais les mâles subordonnés doivent rester en périphérie sous peine de confrontation violente. Le petit de la femelle hippopotame fait surface à ses côtés, une version miniature de sa mère qui ne pèse qu'environ 45 kilos. Le petit ne peut retenir sa respiration que quelques minutes contre 5 pour sa mère. Il doit donc fréquemment remonter à la surface pour respirer. La mère guide son petit vers une eau peu profonde où il peut téter debout au fond, le lait riche lui fournissant les nutriments nécessaires à une croissance rapide. À mesure que l'obscurité s'épaissit, les hippopotames se préparent pour leur voyage nocturne vers les prairies. Bien qu'ils passent leur journée dans l'eau, les hippopotames sont en réalité des animaux terrestres qui doivent retourner sur terre chaque nuit pour brouter. Leur mode de vie semi-aquatique est une adaptation qui leur permet d'échapper à la chaleur du soleil africain tout en ayant accès aux vastes prairies qui leur fournissent leur nourriture. L'hippopotame femelle conduit son petit vers la rive, suivant des sentiers tracés par des générations d'hippopotames effectuant le même trajet. Ces autoroutes hippopotames s'étendent sur des kilomètres à l'intérieur des terres, créant des corridors empruntés par de nombreux autres animaux. Les sentiers sont jalonnés de déjections où les hippopotames déposent leurs excréments, répandant ainsi les nutriments du milieu fluvial loin dans les prairies environnantes. Sur Terre, les hippopotames deviennent étonnamment agiles malgré leur corpulence. Ils peuvent courir jusqu'à 45 km par heure, soit plus vite que la plupart des humains. Leur large gueule, armée de canines pouvant atteindre plus de 30 cm de long, en fait l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Ils tuent plus d'humains que tout autre grand animal du continent, leur agressivité territoriale et leur instinct protecteur en faisant de redoutables adversaires. Le pâturage de la mère hippopotame est méthodique et efficace. Sa large bouche coupe l'herbe comme une tondeuse à gazon et elle peut consommer jusqu'à 36 kg de végétation en une seule nuit. Son système digestif est conçu pour extraire un maximum de nutriments de l'herbe grâce à un estomac complexe qui lui permet de traiter efficacement la cellulose. À l'aube, les hippopotames doivent retourner à l'eau avant que la chaleur du soleil ne devienne insupportable. Leur peau produit une crème solaire naturelle qui prend une teinte rouge sous certaines lumières. Mais même cette protection est insuffisante face à l'intense soleil africain. Le retour vers la rivière est urgent et le groupe entier avance en file indienne sur les sentiers établis. L'hippopotame femelle et son petit retournent à l'eau juste au moment où les premières lueurs de l'aube effleurent l'horizon, leur corps disparaissant sous la surface dans une série de douces ondulations. Au-dessus d'eux, le ciel commence à s'éclaircir, et avec lui, l'agitation des chasseurs diurnes qui remplaceront bientôt les prédateurs nocturnes dans le cycle éternel de la vie et de la mort. Alors que les hippopotames s'installent dans leur refuge diurne, les eaux peu profondes qui les entourent s'animent de l'activité d'innombrables petites créatures. Parmi elles, l'une se distingue par son incroyable abondance et son importance écologique.
D'immenses bancs de cyclidés évoluent dans l'eau claire tels des nuages sous-marins, leurs écailles scintillant d'argent et d'or dans la lumière matinale. Ces poissons représentent l'une des plus grandes réussites de l'évolution, avec plus de 2000 espèces recensées dans les seules eaux africaines. La grue arbore son plumage nuptial, sa gorge rouge gonflée et ses plumes de la couronne dressées en un magnifique éventail. Elle entame la danse nuptiale élaborée qui a fait de son espèce l'un des oiseaux les plus célèbres d'Afrique, bondissant dans les airs, ailes déployées, ses cris résonnant sur l'eau en une série de notes claironnantes, audibles à des kilomètres à la ronde. Son partenaire répond depuis la rive opposée, et ensemble, ils exécutent un duo mêlant danse, cris et révérence rituelle. Cette cérémonie de rapprochement renforce la relation entre les deux oiseaux et les prépare à la tâche exigeante d'élever leurs petits dans l'un des environnements les plus difficiles d'Afrique. Le nid qu'ils ont construit est une immense plateforme de roseaux et d'herbes, construite dans une zone peu profonde où l'eau offre une protection contre les prédateurs terrestres. La femelle a pondu 2 œufs, à la coquille bleu pâle, qu'elle et son partenaire couvront pendant un peu plus d'1 mois. Durant cette période, un parent reste toujours sur le nid pendant que l'autre le nourrit, un engagement qui exige une coordination et une confiance parfaite. Les grues couronnées sont omnivores et se nourrissent d'insectes, de petits poissons, de graines et de pousses de plantes aquatiques. Elles apprécient particulièrement les termites riches en protéines qui émergent en essaims massifs pendant la saison des pluies. On les voit souvent suivre les troupeaux migrateurs pour se nourrir des insectes dérangés par leurs milliers de sabots. Le comportement alimentaire de la grue profite à l'ensemble de l'écosystème des zones humides. En sondant la vase avec son bec, elle aère les sédiments et contribue à la santé des plantes aquatiques. Ces mouvements perturbent également les petites créatures qui deviennent accessibles aux poissons et autres prédateurs, faisant d'elle un maillon important du réseau trophique complexe. Pendant la saison sèche, lorsque de nombreuses zones humides disparaissent complètement, la rivière Mara devient un refuge essentiel pour les oiseaux aquatiques de toute la région. Des milliers de grues, de cigognes, de hérons et d'autres espèces se rassemblent dans les mares restantes, créant des concentrations d'oiseaux spectaculaires, comparables à celles observées ailleurs en Afrique. À l'appel de la grue répondent d'autres grues de son espèce, dispersées dans les zones humides, leur voix formant un chœur évoquant les liens ancestraux entre l'eau, la terre et le ciel. Tandis qu'elle poursuit sa chasse patiemment, ses mouvements créent de petites vagues qui se propagent en cercles parfaits, rappelant que chaque action dans la nature crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà de leur origine. Alors que le cri de la grue couronnée résonne sur l'eau, il se mêle au bruit des battements d'ailes puissants qui approchent du sud. Un marabout d'Afrique tourne au-dessus de nos têtes, projetant son ombre sur la rivière de son immense envergure à la recherche d'une source d'alimentation en contrebas. Ce géant des cieux africains possède une envergure pouvant dépasser 3 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands oiseaux volants du monde. Son apparence est reconnaissable entre toutes. Sa tête et son cou chauve lui donnent l'apparence d'un vautour, et son bec massif peut porter des coups dévastateurs sur ses proies ou ses charognes. La poche gulaire gonflable suspendue à son cou comme un pendule sert à la fois d'élément décoratif et de mécanisme de refroidissement lors des fortes chaleurs africaines. La cigogne atterrit avec une grâce surprenante pour un oiseau de cette taille, ses longues pattes étendues pour amortir le choc. Elle commence à patauger dans les eaux peu profondes, son œil perçant scrutant l'eau à la recherche de poissons, de grenouilles et de toute autre vie aquatique susceptible de lui fournir un repas. Les marabouts sont des prédateurs opportunistes, aussi à l'aise pour chasser des proies vivantes que pour dévorer des charognes. Les colonies de reproduction des cigognes sont gigantesques, avec des centaines de couples nichant dans les grands arbres le long des berges. Les nids sont d'énormes plateformes de branches et de débris, certains atteignant 2 mètres de diamètre. Les oiseaux reviennent dans ces mêmes colonies année après année, agrandissant leurs nids jusqu'à ce que certaines structures deviennent si grandes qu'elles menacent de briser les branches qui les soutiennent. En tant que charognard de premier plan, le marabout d'Afrique joue un rôle crucial dans la prévention de la propagation des maladies. Son puissant système digestif lui permet de traiter des charognes toxiques pour la plupart des autres animaux, nettoyant ainsi efficacement l'environnement des sources potentielles de contamination. Ce service est particulièrement important pendant la saison sèche. Lorsque la mortalité animale est maximale,
et que la concentration de carcasses peut engendrer de graves risques sanitaires. La cigogne poursuit sa chasse méthodique, chaque attaque réussie augmentant son apport calorique quotidien. Sa présence dans le réseau hydrographique est un signe de bonne santé écologique, indiquant que l'écosystème aquatique est suffisamment productif pour soutenir les grands prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Tandis que le marabout d'Afrique chasse dans les eaux peu profondes, ses mouvements perturbent le fond vaseux et poussent les petites créatures à se mettre à l'abri. Parmi elles, l'un des habitants les plus importants, mais les moins visibles, du système fluvial accomplit sa tâche essentielle. Le tilapia du Nil n'est peut-être pas aussi spectaculaire que les grands mammifères ou les oiseaux, mais son rôle dans l'écosystème est fondamental pour la santé de l'ensemble du système fluvial. Ces poissons sont les recycleurs du monde aquatique. Ils se nourrissent d'algues, de détritus et de matières organiques qui, autrement, s'accumuleraient et dégraderaient la qualité de l'eau. Un seul tilapia peut filtrer des milliers de litres d'eau chaque jour grâce à ses activités alimentaires, contribuant ainsi à maintenir la clarté et la teneur en oxygène indispensables à la survie des autres espèces. Le tilapia se déplace dans l'eau avec la détermination inébranlable d'un animal ayant trouvé sa niche écologique idéale. Son corps est conçu pour l'efficacité plutôt que pour la vitesse, avec une forme aérodynamique qui lui permet de se déplacer facilement à travers la végétation dense et autour des obstacles. Sa bouche est équipée de dents spécialisées qui peuvent gratter les algues des rochers et déchirer les végétaux avec la même efficacité. Pendant la saison de reproduction, les tilapias mâles défendent leur territoire de frai, leur coloration habituellement discrète se transformant en une palette. La berge est un territoire dangereux pour les singes, car les crocodiles et autres prédateurs y sont toujours présents. Mais la troupe a besoin d'eau, et les femelles accompagnées de leurs petits ont un accès prioritaire aux points d'eau les plus sûrs. Le bébé singe, âgé de quelques semaines seulement, s'accroche fermement à la longue fourrure de sa mère. Sa survie dépend entièrement de ce lien, et la mère le portera partout pendant les premiers mois de sa vie. Les autres femelles du groupe participent aux soins, un comportement coopératif qui augmente les chances de survie de tous les petits du groupe. Les singes vervets sont omnivores et se nourrissent de feuilles, de fruits, de fleurs, d'écorces et, occasionnellement, d'insectes, d'œufs et de petits vertébrés. Ils apprécient particulièrement les figues qui poussent sur les arbres massifs bordant les rivières, et on les voit souvent faire des bonds périlleux entre les branches pour atteindre les fruits les plus mûrs. La structure sociale des groupes de singes vervets est matriarcale, les femelles apparentées formant le noyau du groupe. Les mâles quittent leur groupe de naissance à maturité, cherchant à être acceptés dans d'autres groupes où ils doivent se battre pour obtenir un statut et des droits de reproduction. La compétition entre les mâles est féroce, et seuls les individus les plus forts et les plus rusés parviennent à se reproduire. Ces singes jouent un rôle important dans la dispersion des graines de la forêt riveraine. Les fruits qu'ils consomment sont transformés par leur système digestif et déposés à de nouveaux endroits, contribuant ainsi au maintien de la diversité génétique de la communauté végétale. Leurs activités alimentaires contribuent également à contrôler les populations d'insectes, car ils consomment de grandes quantités de chenilles et d'autres invertébrés qui pourraient autrement endommager les arbres. L'aboiement aigu du mâle alpha alerte la troupe d'un danger potentiel et, en quelques secondes, le groupe entier se fond dans la canopée. Leur inquiétude était justifiée, car un grand python a été aperçu se déplaçant dans les sous-bois en contrebas. Les singes attendront, à l'abri des arbres, que la menace soit passée, leur patience et leur prudence étant essentielles à leur stratégie de survie. Les singes vervets comptent parmi les primates les plus performants d'Afrique. Leur adaptabilité leur permet de s'épanouir dans des environnements aussi variés que la forêt dense ou la savane ouverte. Leur intelligence et leur coopération sociale en font de redoutables survivants, capables d'apprendre de leurs expériences et de transmettre leurs connaissances d'une génération à l'autre. Alors que les singes vervets se retirent dans la canopée, leurs cris stridents s'estompent peu à peu dans le vacarme général de la forêt. Le python, qui a déclenché leur alerte, poursuit sa lente progression dans les sous-bois, mais il n'est pas le seul grand prédateur à sillonner la forêt riveraine. Du plus profond de l'ombre, on entend le grognement caractéristique de l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Le buffle du Cap émerge de l'épaisse végétation tel un char d'assaut, sa masse imposante fendant les buissons avec une aisance désinvolte.
Ce vieux taureau pèse près de 900 kilos et son corps témoigne de la puissance brute qui a fait du buffle l'un des animaux les plus redoutés d'Afrique. Ses cornes courbées, polies par des années de combat, forment un bouclier solide au sommet de son crâne, capable de dévier même les balles de fusil. La peau du buffle est marquée par d'innombrables combats, chaque marque racontant une histoire de survie face aux lions, aux crocodiles et aux autres buffles. Ses yeux, presque cachés sous son front épais, scrutent la berge avec la vigilance d'un animal qui a survécu en ne baissant jamais la garde. Malgré sa taille imposante, il se déplace avec une furtivité surprenante. Ses larges sabots trouvant prise sur la berge boueuse avec une aisance experte. Il est suivi par un petit groupe d'autres vieux mâles, un troupeau de célibataires qui ont quitté le troupeau principal pour finir leurs vieux jours dans la paix relative de la forêt riveraine. Ces vieux mâles sont les plus dangereux de tous les buffles, leurs années d'expérience leur ayant appris à ne rien craindre et à ne faire confiance à personne. Le buffle s'approche de l'eau avec la confiance d'un animal qui a peu d'ennemis naturels. Même les lions hésitent avant d'attaquer un buffle adulte en bonne santé, et les crocodiles tentent rarement de s'attaquer à des proies aussi imposantes. Il boit méthodiquement et consciencieusement, sa langue massive lapant des litres d'eau tandis que ses oreilles restent constamment à l'affût du moindre bruit susceptible d'indiquer un danger. Un pique-bœuf à bec rouge se pose sur le dos du buffle, initiant ainsi une relation symbiotique bénéfique pour les deux espèces. L'oiseau se nourrit des tiques et autres parasites qui l'infestent, tandis que le buffle fournit à l'oiseau une source de nourriture fiable et un perchoir mobile qui lui permet d'accéder aux insectes attirés par ses sabots massifs. Les buffles sont des ingénieurs de l'écosystème. Leur broutage et leur piétinement créent des zones d'herbes rases appréciées de nombreuses autres espèces. Leur comportement de roulade crée des dépressions qui se remplissent d'eau pendant les pluies, offrant des sites de reproduction aux grenouilles et aux insectes. Leurs excréments fertilisent le sol, favorisant la croissance d'herbes nutritives qui nourrissent d'innombrables autres herbivores. La structure sociale des troupeaux de bisons est complexe. Les mâles dominants contrôlent les droits de reproduction, tandis que les femelles expérimentées décident du moment et du lieu de déplacement du troupeau. Les vieux mâles, comme celui-ci, ont été chassés du troupeau principal par des mâles plus jeunes et plus forts. Mais leur expérience et leur sagesse font souvent d'eux les survivants les plus prospères. Pendant la saison sèche, les troupeaux de buffles peuvent compter des milliers d'individus, formant des rassemblements massifs qui comptent parmi les spectacles les plus impressionnants d'Afrique. Ces troupeaux se déplacent à travers le paysage tels des nuages noirs, leur piétinement collectif créant des tempêtes de poussière visibles à des kilomètres à la ronde. Le bruit de leurs sabots crée un tonnerre qui semble faire trembler la terre elle-même. Le vieux taureau finit de boire et se retourne pour rejoindre ses compagnons, sa tête massive oscillant d'un côté à l'autre à l'affût de menaces. Son départ laisse de profondes empreintes de sabots dans la boue, témoignages qui perdureront longtemps après sa disparition dans l'ombre de la forêt. Alors que le buffle disparaît dans l'épaisse végétation riveraine, la perturbation de son passage semble réveiller la forêt elle-même. De la canopée surgit un nouveau son, une série de cris profonds et résonnants qui résonnent dans les arbres comme un chant ancien. Le son se rapproche, et bientôt les branches se mettent à bouger tandis qu'une troupe de babouins olives se ferait un chemin à travers les arbres à fièvre. La troupe est menée par un mâle imposant dont la présence intimidante impose le respect de tous les autres membres du groupe. Il pèse près de 45 kilos et sa silhouette puissante est recouverte d'une fourrure grise olive qui donne son nom à ses babouins. Son museau allongé est doté de canines redoutables qui rivalisent avec celles de nombreux carnivores, et ses démonstrations agressives peuvent repousser des prédateurs bien plus imposants que lui. Les babouins se déplacent dans les arbres avec une efficacité éprouvée, leurs longs bras et leurs mains agiles leur permettant de naviguer dans l'architecture complexe de la canopée. Ils sont tout aussi à l'aise au sol, leur adaptation à la vie terrestre faisant d'eux l'un des primates les plus performants d'Afrique. Une femelle portant un jeune bébé accroché à son dos témoigne des remarquables compétences parentales qui font des babouins des survivants si efficaces. Son visage rose vif et ses petites mains indiquent qu'il est très jeune, probablement âgé de moins d'1 mois. La mère le portera constamment pendant les premières semaines de sa vie, ne le laissant jamais hors de portée. La dynamique sociale des babouins est complexe et en constante évolution. Des alliances se forment et se dissolvent en fonction de la parenté, de l'amitié et de l'avantage immédiat.
Les femelles restent toute leur vie dans leur groupe de naissance, créant des hiérarchies matrilinéaires qui peuvent perdurer pendant des générations. Les mâles doivent quitter leur groupe de naissance et lutter pour être acceptés dans de nouveaux groupes. Leur succès dépend de leur capacité à former des coalitions et à naviguer dans les méandres de la société babouine. Les babouins sont des opportunistes omnivores, leur régime alimentaire comprenant des graines d'herbe, des fruits, des insectes, des œufs et des petits mammifères. Ils sont particulièrement friands des termites riches en protéines qui émergent en essaims massifs à certaines périodes de l'année, et on les voit souvent utiliser des outils pour extraire ces insectes de leurs monticules. Le comportement alimentaire de la troupe a un impact significatif sur l'écosystème forestier. Ils dispersent les graines par leurs excréments, contribuant ainsi au maintien de la diversité des espèces végétales. Leur consommation d'insectes permet de contrôler les populations qui, autrement, pourraient endommager les arbres et autres végétaux. Leur comportement de toilettage social contribue également à contrôler les populations de parasites, tant pour eux-mêmes que pour les autres espèces qui profitent de leur présence. Pendant la saison sèche, les babouins deviennent des concurrents cruciaux pour l'accès à l'eau et aux arbres fruitiers restants. Leur intelligence et leur adaptabilité leur permettent d'exploiter des ressources inaccessibles aux autres animaux. Mais cette réussite les met parfois en conflit avec les éléphants, les buffles et d'autres grands herbivores. L'aboiement profond du mâle alpha résonne dans la forêt, un appel territorial qui annonce la présence de la troupe aux autres babouins de la région. Ce son est répercuté par des appels similaires des troupes voisines, créant ainsi un réseau de communication qui s'étend sur des kilomètres à travers la forêt riveraine. Alors que la troupe de babouins poursuit son périple à travers la canopée, leurs cris s'estompent peu à peu, ne laissant derrière eux que les doux sons de la forêt et de la rivière. Mais leur présence a été remarquée par d'autres habitants de cet écosystème complexe, dont l'un des prédateurs les plus énigmatiques et les plus rarement observés d'Afrique. Des ombres profondes de la forêt riveraine, où la canopée est si dense que la lumière du soleil pénètre à peine jusqu'au sol, surgit un mouvement si subtil qu'on pourrait le prendre pour un simple glissement dans la lumière tachetée. Lorsqu'une proie s'approche, son attaque est rapide comme l'éclair. Ses puissantes mâchoires se referment sur sa victime, tandis que son corps s'enroule autour d'elle dans l'étreinte mortelle qui fait la réputation des pythons. Le processus de constriction ne consiste pas en un écrasement, comme on le croit souvent, mais plutôt en une application précise de pression qui empêche la proie de respirer. À chaque expiration, le python resserre légèrement ses anneaux, jusqu'à ce que la proie ne puisse plus respirer. Le processus est étonnamment rapide et sans cruauté, la mort survenant en quelques minutes. Les pythons sont d'importants prédateurs dans l'écosystème africain, contrôlant les populations de mammifères de petite et moyenne taille qui, autrement, risqueraient de se multiplier au-delà de la capacité de charge de leur habitat. Leur présence témoigne d'un écosystème sain, car ils ont besoin de vastes territoires et de proies abondantes pour survivre. La stratégie de reproduction du python femelle est remarquable. Elle pond jusqu'à 100 œufs, puis s'enroule autour d'eux pendant toute la période d'incubation, régulant leur température par des contractions musculaires qui peuvent élever sa température corporelle de plusieurs degrés au-dessus de la température ambiante. Ce dévouement envers sa progéniture constitue l'un des exemples les plus sophistiqués de soins parentaux chez les reptiles. Tandis que le python poursuit patiemment sa traque, son corps massif se déplace à travers la forêt avec une grâce ancestrale qui témoigne de millions d'années de perfection évolutive. Elle est un lien vivant avec le passé préhistorique, un rappel que certaines conceptions sont si parfaites qu'elles ne nécessitent aucune amélioration. Le passage du python dans la forêt ne produit qu'un léger murmure, mais cette légère perturbation suffit à alerter l'un des habitants les plus sensibles de la forêt. Tout en haut de la canopée, un singe colobe se fige, immobile, sa fourrure noire et blanche la rendant presque invisible dans le jeu saisissant d'ombres et de lumière créé par la canopée. La longue queue blanche du singe colobe pend comme une bannière, sa fourrure flottante captant les rares rayons de soleil qui traversent le feuillage dense. Elle ne pèse qu'une dizaine de kilos, mais ses capacités acrobatiques lui permettent de se déplacer dans la canopée avec une grâce qui semble défier la gravité. Ses mains sont dépourvues de pouces, une adaptation qui lui permet de se balancer d'un arbre à l'autre grâce à des prises en forme de crochet, parfaitement adaptées à son mode de vie arboricole.
Elle fait partie d'une petite troupe spécialisée dans la consommation de feuilles que les autres primates ne peuvent digérer. Son estomac a plusieurs compartiments, semblables à celui d'une vache, contient des bactéries qui décomposent la cellulose des feuilles, lui permettant d'extraire des nutriments d'une source alimentaire qui serait toxique pour la plupart des autres animaux. Cette spécialisation a permis aux singes colobes d'occuper une niche unique dans l'écosystème forestier. Le comportement alimentaire du singe colobe est sélectif et méthodique. Il ne choisit que les feuilles les plus jeunes et les plus tendres, évitant les feuilles plus anciennes, plus concentrées en composés toxiques. Son régime alimentaire comprend plus de 50 espèces d'arbres différentes, mais il ne se nourrit de chacune d'elles qu'à des périodes précises de l'année, lorsque la composition chimique des feuilles est optimale. La coloration noir et blanc du singe a de multiples fonctions. Ce contraste saisissant rend difficile pour les prédateurs d'évaluer la distance et les mouvements dans la lumière tamisée de la canopée. Les marques blanches servent également de signaux visuels aux autres membres de sa troupe, leur permettant de communiquer à distance, là où les appels vocaux pourraient ne pas être efficaces. Les colobes comptent parmi les primates les plus agiles d'Afrique, capables de sauter sur des distances de plus de 9 mètres d'un arbre à l'autre. Leur longue queue leur sert de stabilisateur lors de ces sauts spectaculaires, tandis que leurs puissantes pattes postérieures leur fournissent la force explosive nécessaire pour propulser leur corps par-dessus les ouvertures de la canopée. La structure sociale des troupes de colobes est relativement simple comparée à celle des autres primates. Les groupes sont généralement composés d'un mâle adulte, de plusieurs femelles et de leurs petits. Le rôle du mâle est principalement protecteur. Il défend le territoire de la troupe contre les autres mâles et surveille les prédateurs. Les femelles se chargent principalement de la recherche de nourriture et des soins aux petits, leur comportement coopératif assurant la survie des petits. Pendant la saison sèche, lorsque de nombreux arbres perdent leurs feuilles, les colobes deviennent de plus en plus dépendants des espèces à feuillage persistant qui poussent le long des berges. La forêt riveraine offre un habitat essentiel pendant les mois rigoureux où la nourriture se fait rare ailleurs dans l'écosystème. La présence du colobe dans la forêt est un indicateur de la santé de l'écosystème. Ces primates ont besoin de vastes territoires forestiers intacts pour survivre et leurs populations sont parmi les premières à décliner lorsque leur habitat est dégradé. Leur rôle de disperseur de graines est également crucial, car ils contribuent au maintien de la diversité génétique de la forêt en transportant les graines dans leur système digestif et en les déposant à de nouveaux endroits. Alors que le colobe reprend ses habitudes alimentaires, ces mouvements créent de légères perturbations dans la canopée, qui se répercutent sur les strates de la forêt. L'interdépendance de l'écosystème forestier signifie que chaque action, aussi minime soit-elle, a des conséquences qui se répercutent sur l'ensemble de la communauté végétale et animale. La rivière Mara est essentielle pour les populations et la faune sauvage, mais elle subit une pression croissante due aux activités humaines. La déforestation de la forêt de Mao, où elle prend sa source, constitue une menace majeure. L'exploitation forestière, l'agriculture et l'urbanisation ont réduit le couvert forestier, affaiblissant la capacité des terres à réguler le débit. Conséquence, la sédimentation et la pollution ont augmenté, nuisant à la vie aquatique et rendant l'eau insalubre pour les communautés environnantes. La croissance agricole joue également un rôle majeur dans la modification du réseau fluvial. À mesure que les terres sont défrichées pour les cultures et l'élevage, l'érosion des sols s'aggrave et les engrais et pesticides sont emportés par les eaux. Ces produits chimiques altèrent la qualité de l'eau, perturbent les écosystèmes aquatiques et présentent des risques pour la santé des populations et des animaux qui dépendent du fleuve. Les eaux usées des agglomérations et des installations touristiques voisines aggravent la pollution, aggravant ainsi le problème. Garder du bétail le long des berges entraîne l'introduction de grandes quantités de déchets organiques, augmentant ainsi la teneur en nutriments de l'eau. Cela favorise la prolifération d'espèces végétales envahissantes, qui se décomposent et réduisent la teneur en oxygène, entraînant la mort des poissons et des odeurs nauséabondes.
les activités minières et l'extraction de sable déstabilisent encore davantage les berges et détruisent les habitats naturels. Ensemble, ces pressions ont de graves conséquences. Le débit et la qualité de l'eau diminuent, et les migrations de la faune sauvage sont perturbées, notamment celle des gnous, qui soutient l'industrie touristique locale. Si ces tendances persistent, la rivière Mara risque de ne plus pouvoir subvenir aux besoins des populations et de la faune qui en dépendent, ce qui souligne l'urgence d'une gestion et d'une conservation durable. Fasciné par l'incroyable faune de la rivière Mara? Montrez votre amour en appuyant sur le bouton j'aime et en laissant un commentaire avec votre animal préféré. Partager cette vidéo permet de sensibiliser et de soutenir la protection de ces écosystèmes à couper le souffle. Et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne plus jamais manquer une autre aventure inoubliable dans la nature.